E adesso parla la scienza. Sapete che quando parla la scienza uno dice "Ah, sarà la verità". No, non è la verità, la scienza non dice la verità, la scienza è uno degli strumenti che può servire per comprendere la complessità di quello che siamo noi. Proprio un secolo fa, Freud, nella sua introduzione alla psicoanalisi, disse una cosa molto interessante. Disse, ma l'uomo ha subito due umiliazioni profonde. La prima è quando Copernico si accorse che non eravamo nient'altri che degli esseri semplici posti su un granellino di niente nell'universo. Fu terribile, perché prima eravamo delle creature che avevano un senso, il centro dell'universo, amate da Dio, volute, desiderate. Abbiamo perso tutta questa cosa qua. Non abbiamo perso Dio, ma abbiamo perso il sentimento di essere dentro un disegno semplice. Il cosmo diventava complesso, la vita umana diventava complessa. Sapete che proprio nell'opera di Leopardi, che si chiamava Copernico, diceva l'uomo, prima di Copernico, poteva essere vestito anche di stracci, non avere neanche un pezzo di pane raffermo da mangiare, che era principe della terra, era addirittura principe dell'universo. Poi è cambiato tutto. Freud continua e dice, e poi ne è arrivato un altro, è arrivato Darwin, e Darwin ci ha spiegato che noi siamo dentro una storia naturale. All'interno delle nostre cellule, nel nostro corpo, abbiamo scritto una storia naturale. Addirittura le emozioni, tra un po' ne parleremo, le emozioni, Darwin si accorse che le scimmie avevano delle emozioni, avevano delle espressioni che erano la rabbia, che erano la sorpresa, che erano la felicità, e quindi dedusse che noi eravamo il frutto di questa lunga evoluzione. Il nostro narcisismo fu toccato profondamente, ma non tanto quello di Freud, perché Freud aggiunse che poi c'era un terzo livello, ed era proprio la sua scoperta della psicanalisi. No? In verità oggi possiamo allargarla questa scoperta, cioè chi siamo noi dal punto di vista delle neuroscienze. Noi siamo, chi siamo noi? Abbiamo sentito prima, noi siamo tutti fatti di carne, quindi portiamo questa storia naturale nel nostro corpo. E questa presunta diatriba tra passione e ragione in verità oggi va riletta completamente. Anche se noi siamo il frutto dei nostri meccanismi cerebrali, forse non siamo solo quello, o meglio, va letta dentro una complessità di altra natura. Quindi con la neurobiologia proviamo a entrare nel cervello, adesso anche con la psicologia, per accorgerci che quello che era ritenuto tempo fa animale, istintivo, basso, ci appartengono nell'intimo, anzi diventa l'umano. La fragilità, la vulnerabilità, l'imperfezione, che erano per altri, non per l'uomo che era perfetto, diventano le nostre caratteristiche più care. Le emozioni quindi diventano espressione di quello che siamo davvero noi. E capite quindi che tra le opere di Berlinde, questa nostra carne, siamo fatti di carne, e questo nostro cervello che è fatto di carne, abbiamo un ponte tra Berlinde e il professor Sander, che è arrivato da Ginevra per raccontarci come funzionano le nostre emozioni. David Sander, bienvenue, è professore di psicologia presso l'Università di Ginevra, è diventato professore giovanissimo, aveva 33 anni quando era già diventato professore, e a 38 anni, 39 anni vince anche un importante premio del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica per i giovani ricercatori, e oggi è direttore di qualche cosa di, trovo, esemplare per il futuro della scienza. Sono delle reti di ricerca che il Fondo Nazionale paga molto volentieri per mettere insieme che cosa? Ma biologi, neurologi, filosofi, letterati, artisti, medici, economisti, avvocati, antropologi, psicologi, per capire chi siamo noi, in questo caso le emozioni. Un esercizio importante per la ricerca scientifica, di non prendere solo un settore e pensare che sia sufficiente per comprendere la complessità dell'essere umano. Questa è una via nuova, è quello che sta facendo Nell oggi, è quello che sta facendo il professore Sander da parecchi anni, questa rete attiva da ormai 7, 10, 12 anni, 12 ans que, vous êtes, que le réseau existe, 12 ans, e quindi vediamo in questi 12 anni che cosa i ricercatori possono raccontarci su questo nostro mondo che è fatto di emozioni. Merci donc David Sander. La présentation va être en français. Je pense qu'il y a une traduction, si, français-italien, j'espère. Et alors, merci, on vous écoute. Merci. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour la présentation. Je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous. Je remercie les organisateurs de l'invitation. C'était une très belle journée dans laquelle, personnellement, j'ai beaucoup appris. C'était une journée aussi très émotionnelle, ce qui va bien dans le sens de ce dont je vais vous parler sur les liens entre émotion et connaissance, notamment. Mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir vous parler en italien, qui est une langue si expressive que mon rêve serait de donner une conférence sur les émotions en italien, qui est une langue tellement émotionnelle, mais peut-être à une autre occasion. Alors, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, eh bien, ce sont de deux grands thèmes qui sont des thèmes sur lesquels j'ai personnellement beaucoup travaillé, qui sont des thèmes de recherche aussi dans notre centre. Le premier va concerner la définition d'une émotion, c'est-à-dire d'essayer de prendre environ un quart d'heure ensemble pour vous donner une définition de la manière dont, actuellement, en 2017, les recherches scientifiques essayent de définir ce qu'est une émotion. Et puis ensuite, je parlerai des liens entre les émotions et puis la connaissance. Voilà un peu ce qu'on a au programme pour environ la demi-heure devant nous. Alors, qu'est-ce qu'une émotion ? Il y a un très grand nombre de termes émotionnels qui existent. On a parlé de nombreux termes aujourd'hui. Ici, vous avez quelques représentations que vous avez peut-être déjà vues dans un film récent. La joie, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère. On a aussi parlé beaucoup de l'amour aujourd'hui. Et il existe bien plus d'émotions que cela, l'admiration, la fierté, la jalousie, etc., etc. Et du coup, il y a quelque chose qui est compliqué pour la recherche, qui est de donner une définition commune à des états mentaux et corporels tellement variés les uns des autres. Si vous vous rappelez la dernière fois que vous avez été en colère, ou la dernière fois que vous avez eu peur, ou la dernière fois que vous avez été joyeux, eh bien, ce sont des ressentis tellement différents que c'est assez compliqué d'essayer de trouver une définition commune. C'est un peu l'exercice que je vous propose maintenant. Alors, je vais essayer de vous demander ce qu'est une émotion pour vous. C'est-à-dire, si jamais vous deviez écrire dans un dictionnaire la définition de ce qu'est une émotion, qu'est-ce que vous pourriez écrire vous-même ? Alors, posez-vous la question, peut-être, pendant 10 secondes. Qu'est-ce que vous écririez ? Mon objectif à vous demander de ça, c'est de me dire si vous pensez que cette citation est juste. Chacun sait ce qu'est une émotion, jusqu'à ce qu'on lui demande d'en demander une définition. Et à ce moment-là, il semble que plus personne ne sache. L'idée est de montrer à quel point est-ce qu'en fait, c'est assez difficile d'utiliser uniquement l'introspection pour essayer de définir ce qu'est une émotion et de comprendre ce qu'est une émotion. Et de manière plus générale, vous en êtes sûrement déjà rendu compte, quand on ressent une émotion, on a beaucoup de mal à mettre des mots dessus et à trouver les labels et le vocabulaire juste pour décrire son ressenti. Le domaine de l'art est particulièrement peut-être approprié à ce sujet. On peut avoir des émotions esthétiques très très fortes, on a du mal à trouver des mots justes pour cela. Alors essayons de prendre la vision opposée, et non pas de vous demander ce qu'est une émotion pour vous-même, mais imaginez que vous soyez purement des observateurs. Et je vais vous demander d'observer cette petite vidéo qui représente quelqu'un qui a une émotion. Et d'essayer de voir, d'après vous, ce qui se passe entre le moment où ce petit garçon, on va l'appeler Bill, si vous voulez bien, n'a pas d'émotion, et le moment où il a une émotion forte. Je vous passe la petite vidéo, essayez de vous concentrer sur ce qui se passe entre le moment où il n'a pas d'émotion et le moment où il a une émotion. Si on peut monter un peu le son. Alors ça me permet aussi du coup de déclencher l'émotion en vous. Mais mon objectif était de montrer un certain nombre de points avec cette vidéo. Et le premier, qui est essentiel pour la définition d'une émotion, c'est l'idée que vous voyez qu'il y a un événement qui déclenche une réaction chez ce petit enfant. Et quand vous y pensez, c'est vrai pour toutes les émotions. Toutes les émotions sont rattachées à un événement, une situation, qu'on appelle dans notre jargon l'objet de l'émotion. Pensez la dernière fois que vous avez eu peur, vous n'avez pas juste eu peur, vous avez eu peur de quelque chose. La dernière fois que vous étiez en colère, vous n'étiez pas juste en colère, vous étiez en colère à propos d'une offense ou d'une insulte. La dernière fois que vous avez été triste, vous n'étiez pas juste triste, vous étiez triste à propos d'une perte, par exemple. On a parlé tout à l'heure du deuil. Et en fait, les émotions sont toujours à propos de situations, à propos
de quelque chose. Et on voit ici que le petit Bill a toujours une réaction quand, probablement, son père déchire quelque chose. Et c'est cette évaluation qu'il va faire de la situation qui déclenche cette réaction à plusieurs reprises. Maintenant, imaginons que Bill ait un petit peu grandi. Bill est devenu adulte, vous allez voir qu'il aime toujours avoir des expressions émotionnelles. Et je vais vous demander à nouveau de prendre la position d'un observateur ou d'une observatrice et de voir ce qui se passe entre le moment où Bill Clinton n'a pas d'émotion et le moment où il a une émotion. Donc on a déjà identifié une composante de l'émotion, c'est un peu l'exercice que je veux qu'on fasse aujourd'hui. Quelles sont les composantes d'une émotion? Qu'est-ce qui compose une émotion? La première, c'est cette évaluation que l'on fait d'une situation qui va déclencher une réponse. Вот не первый раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Ok, donc Bill Clinton a une réaction émotionnelle. On reprend la première composante dont on parlait, c'est le déclenchement de l'émotion. Donc il a entendu Boris Eltsine, en l'occurrence, qui a répondu à un journaliste, et ça a déclenché sa réaction. Et qu'est-ce qui se passe dans cette réaction? Eh bien, on voit qu'il y a plusieurs composantes de l'émotion. Il y a d'abord une expression motrice. C'est-à-dire que quand on a une émotion, et même si vous pensez aux émotions que vous avez eues sans forcément regarder la vidéo, vous avez par exemple le sourire. Donc c'est le zygomaticus, qui est un muscle qui s'active. On a les muscles aussi autour des yeux qui réagissent quand on est joyeux. On a aussi l'expression motrice dans la voix. Ça vous est déjà arrivé d'avoir la voix qui tremble quand vous avez une émotion. Donc il y a en fait les muscles du corps qui vont changer quand on a une émotion. Il y a également une réaction corporelle, physiologique. Le système nerveux périphérique va décharger. La partie sympathique, comme on l'appelle du système nerveux périphérique surtout, votre cœur va s'accélérer, vous allez avoir un nœud dans l'estomac, vous allez avoir un peu de sueur. Donc il y a tout l'organisme, de ce point de vue-là, qui va réagir. Il y a comme quatrième composante ce qu'on appelle la tendance à l'action. Quand on a une émotion, en général, on ne va pas rester figé. Les émotions nous poussent à agir. Elles nous poussent à nous approcher de ce qu'on aime, souvent, et elles nous poussent aussi à éviter ce qu'on n'aime pas. Si vous pensez à la peur, très souvent, on a une tendance à l'action de fuite, d'évitement. Dans l'amour, par exemple, ou en général dans les émotions positives, on a plutôt une tendance à s'approcher. Et puis la dernière composante de l'émotion que l'on étudie souvent, c'est le ressenti, qu'on appelle souvent en anglais le feeling, qui est la partie consciente de l'émotion. Quand vous pouvez dire « je suis triste, je suis en colère, je suis admiratif », etc. Et donc ces 5 composantes de l'émotion, on va essayer de voir dans un instant comment est-ce qu'elles s'organisent. Comment est-ce que l'on peut essayer, avec un modèle scientifique, de les représenter? Et pour vous proposer ce modèle de l'émotion, je vais prendre un petit exemple. Si vous regardez cette photo, est-ce que vous pouvez me dire quelle émotion vous ressentez en regardant cette photo? Même en italien. Donnez-moi des termes émotionnels. Quelle émotion vous ressentez en voyant cette photo? Allez-y. La tendresse, d'accord? Beaucoup ressentent de la tendresse, j'imagine. Que ressent cette petite fille comme émotion? Allez-y, quelle émotion est-ce qu'elle ressent? Jalousie, j'ai entendu, d'accord. Quoi d'autre? Rage, ok. Donc là, déjà, vous voyez avec ce tout petit exemple, quelque chose de très important pour les émotions, c'est leur subjectivité. C'est-à-dire que exactement la même situation, quelque part, ou une situation qui paraît similaire en tout cas, peut déclencher des émotions très différentes chez des gens différents. C'est-à-dire que vous avez ressenti plutôt de la tendresse, alors que cette petite fille, elle, ressent une autre émotion, peut-être de la colère, peut-être de la jalousie. Et donc vous voyez que ça dépend beaucoup de l'état interne de la personne pour savoir quelle émotion sera déclenchée. Parce que visuellement, si jamais on parlait purement de réflexes visuels, si on pensait que les émotions sont des réflexes, eh bien, ce que cette petite fille a sur la rétine comme image, c'est assez proche de ce que vous avez sur la rétine comme image. Par contre, ça veut dire que dans le cerveau, il y a toute une série d'autres processus qui ont lieu, qui font que ce même stimulus va déclencher de la tendresse chez vous, mais une émotion peut-être de colère chez cette petite fille. Ça, c'est un premier point très important, c'est le fait que les émotions ne sont pas des réflexes et vont dépendre d'interprétations cognitives. Un deuxième point que j'utilise
pour lequel j'utilise cet exemple, c'est par rapport à la reconnaissance des émotions. C'est-à-dire, vous avez été beaucoup à dire que cette petite fille ressent de la jalousie. Maintenant, si jamais vous regardez uniquement son visage, imaginez que vous ayez vu son expression faciale sans le contexte. Juste cette expression-là. Qui parmi vous aurait reconnu de la jalousie? Personne probablement, d'accord? Donc ça, c'est un point important, c'est que, en fait, l'expression faciale émotionnelle seule, très souvent, ne suffit pas à reconnaître l'émotion ressentie par la personne. Et très souvent, pour reconnaître l'émotion de quelqu'un, on utilise le contexte dans lequel l'émotion a été exprimée, parce que l'on essaye de faire des liens entre l'émotion exprimée et puis ce qui a pu déclencher cette émotion. Alors je reviens à mon modèle. Si on est d'accord que cette petite fille ressent une émotion, positive ou négative, plutôt négative en l'occurrence, qu'est-ce qui l'a déclenché? Alors, le premier élément important, c'est que ce qui a déclenché l'émotion, c'est, comme je vous le disais, un événement. L'émotion est toujours liée à un événement. Il y a une situation qui l'a déclenchée. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être très souvent une situation sociale, par exemple, contextualisée. Mais deux personnes différentes auront des émotions différentes pour un même événement. Il faut donc bien trouver quelles sont les raisons qui expliquent le fait que, face au même match de foot à la télé, par exemple, quelqu'un qui est pour l'équipe d'Italie va ressentir plutôt de la tristesse s'il y a une défaite, alors que quelqu'un qui est plutôt pour une autre équipe aura plutôt de la joie. D'accord ? Eh bien, c'est parce que, en tant qu'individu, nous avons des motivations, nous avons des valeurs morales, politiques, esthétiques, différentes les uns des autres. Nous avons des objectifs différents les uns des autres à un moment donné. Et une même personne même peut avoir des objectifs différents à différents moments de sa journée ou différents moments de sa vie. Et donc, ce qui va être à l'origine de l'émotion, c'est jamais seulement une situation, c'est toujours la rencontre entre une situation et des motivations d'un individu, pour utiliser le terme le plus vaste possible. Les préoccupations d'un individu, quand elles vont rencontrer une situation qui correspond à ces préoccupations-là, peuvent déclencher une émotion. Et très souvent, si la situation va faciliter les préoccupations de l'individu, on aura plutôt une émotion positive. Si la situation va au contraire interférer avec les préoccupations de l'individu, ce sera plutôt une émotion négative qui va être déclenchée. Et cette émotion, comment est-ce qu'elle va être déclenchée ? Eh bien, elle va être déclenchée de par cette rencontre entre les motivations et les événements. Et certaines théories, surtout les théories cognitives de l'émotion, proposent les processus cognitifs qui sont à l'œuvre pour expliquer le déclenchement des émotions. Par exemple, on évaluerait une situation selon à quel point est-ce qu'elle est attendue ou non, à quel point est-ce qu'on pouvait attendre telle situation. Évidemment, si jamais elle n'est pas du tout attendue, ce serait plutôt une émotion de surprise qui serait déclenchée. Si jamais elle est pertinente pour nos buts et nos besoins, dans ce cas-là, une émotion particulièrement intense pourrait être déclenchée. C'est pour cela, d'ailleurs, que certains auteurs parlent des émotions comme étant des détecteurs de pertinence. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui a une émotion, ça veut dire qu'il a vécu une situation qui l'a touché par rapport à ses valeurs, à ses buts, à ses besoins, qui est pertinente pour ses valeurs, ses buts et ses besoins. Une autre évaluation que l'on fait de la situation, c'est quelles sont les implications pour moi de cette situation, quelles sont les conséquences potentielles pour moi de cette situation. Et puis, finalement, on se demande, enfin notre cerveau plutôt, se pose la question de savoir, est-ce qu'on est capable de contrôler la situation d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on peut maîtriser ce qui se passe? Si on ne peut pas du tout maîtriser la situation, on aura plutôt des émotions comme la peur, par exemple, ou la tristesse. Si jamais on peut maîtriser la situation, on peut avoir des émotions comme la colère, par exemple, qui sont assez fortes en termes de pouvoir sur la situation. Et une fois que ces émotions sont déclenchées, eh bien, ce sera le deuxième thème de la présentation, ces émotions ont un effet sur nos connaissances, sur les mécanismes qui permettent l'acquisition de connaissances, comme la perception ou l'attention, sur les mécanismes qui permettent l'encodage et la consolidation des informations en mémoire, c'est-à-dire qui permettent de sélectionner les souvenirs, et puis sur les mécanismes qui permettent l'utilisation des connaissances, comme par exemple dans la prise de décision. Alors, comme on l'a bien discuté ce matin déjà, très souvent, il a été considéré que les émotions avaient plutôt des effets négatifs sur la cognition. C'est un modèle d'où on est un peu sorti parce qu'on se rend compte que très souvent, les émotions ont plutôt des effets positifs sur la connaissance. Bien entendu, parfois, il peut y avoir des effets d'interférence, mais très souvent, ce sont des effets plutôt de facilitation, ce qu'on verra tout à l'heure.
Et si je reviens à la définition de l'émotion, ce que l'on pense, c'est que quand on parle d'émotion, on ne parle pas d'un tout unitaire, mais on parle d'un ensemble de composantes. Première composante, ce serait le déclenchement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une situation donnée va déclencher telle émotion chez une personne en particulier. Et puis ensuite, la réponse émotionnelle. Une fois que l'émotion est déclenchée, eh bien, comment est-ce qu'on peut même la mesurer, par exemple, dans nos recherches? On peut mesurer l'expression motrice, la réponse périphérique, par exemple l'augmentation de la fréquence cardiaque ou de la température de la peau. On peut mesurer la tendance à s'approcher ou à éviter l'événement, et puis le ressenti conscient, le sentiment subjectif, quand on a une émotion. En sachant que l'ensemble de ces processus peut être modifié par ce que l'on appelle souvent l'intelligence émotionnelle, ou un terme que nous préférons dans la recherche, les compétences émotionnelles, qui varient aussi d'un individu à l'autre et qui jouent un rôle de modulateur de ces réactions émotionnelles, qui permettent par exemple de réguler ou de contrôler nos émotions. Alors pour étudier ces différentes composantes, sans vouloir prendre trop de temps pour parler de ces techniques-là, c'est juste pour vous donner un aperçu du genre de méthode que l'on essaye d'utiliser dans nos laboratoires pour étudier le mécanisme dont je vous ai parlé à l'instant. C'est-à-dire comment est-ce que l'on peut voir ce qui se passe dans le cerveau et dans le corps lorsque quelqu'un a une émotion. Une méthode que l'on utilise souvent, c'est l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui permet d'observer l'activité cérébrale lorsque quelqu'un ressent une émotion, lorsque les composantes dont je viens de parler seraient présentes chez un individu. Et en complément de l'IRM fonctionnel, qui nous donne une bonne idée de où se passent certaines activités dans le cerveau, il y a l'électroencéphalographie qui nous donne une idée de quand se passent ces activités dans le cerveau. Nous avons aussi des systèmes qui permettent de mesurer ce qui se passe dans le corps quand on a des émotions, que ce soit au niveau des muscles du visage, par exemple, les muscles de la voix, ou le cœur qui s'accélère, ou la sueur que l'on peut mesurer. Donc si vous pensez à ces détecteurs de mensonges dont vous avez probablement vu dans certaines séries ou films, c'est un peu ce genre de mécanisme où on va mesurer avec des électrodes ce qui se passe quand les gens réagissent. On mesure également ce qui peut se passer pendant le sommeil, parce que l'on sait maintenant que certaines phases du sommeil jouent un rôle important pour la consolidation des souvenirs émotionnels en mémoire. Et puis, peut-être juste pour le mentionner, une méthode à laquelle personnellement je crois beaucoup, c'est les systèmes de réalité virtuelle, parce que, pour rien vous cacher, c'est pas si facile que ça d'induire des émotions en laboratoire, de déclencher des émotions fortes en laboratoire. En général, on présente des films, on présente des photographies, on présente de la musique qui est très utilisée également, des odeurs aussi. On a un partenariat avec Firmenich qui nous a créé un olfactomètre qui permet de déclencher aussi des émotions basées sur les odeurs, avec qui on collabore depuis longtemps. Mais le fait de pouvoir vivre réellement des situations en réalité virtuelle, comme vous pouvez l'imaginer dans des jeux vidéo par exemple, permet d'étudier une plus grande gamme d'émotions et peut-être d'étudier aussi des émotions de manière plus réaliste. De manière paradoxale, puisque c'est la réalité virtuelle. Et pour prendre juste un des résultats peut-être assez frappants des recherches depuis ces dernières décennies, eh bien, c'est la manière dont on considère assez différemment d'il y a 20, 30 ou 40 ans le cerveau émotionnel. À une certaine époque, dans les années 1950 en particulier, la notion de système limbique avait été mise en avant comme étant le cerveau émotionnel, parce qu'un certain nombre de chercheurs se sont dit, ben voilà, peut-être que dans le cerveau, on a un sous-cerveau qui serait le cerveau émotionnel, et ce sous-cerveau a été appelé le système limbique. On sait maintenant, notamment grâce aux méthodes dont je vous ai parlé avant, que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que certes, il y a beaucoup de régions assez anciennes dans notre cerveau qui sont importantes pour les émotions, mais il y a en fait un très grand nombre de régions cérébrales, y compris dans des régions plus avancées, des régions corticales, qui sont extrêmement importantes pour les émotions et pour la régulation des émotions. Juste pour vous donner une idée, ici, vous avez la plupart des régions que l'on pense importantes pour les émotions, avec ici les régions corticales que vous pouvez voir. Et vous voyez, une des choses qui frappe, en tout cas, c'est le nombre de ces régions. Et à quel point est-ce qu'elles sont aussi interconnectées les unes avec les autres. Vous avez ici juste une autre représentation qui met particulièrement en avant à quel point est-ce que le cortex est important pour les émotions, et notamment des régions préfrontales, c'est-à-dire
des régions du cortex préfrontal dorsolatéral, par exemple ici, que l'on a longtemps pensé uniquement importants pour des processus que l'on dirait maintenant rationnels, par exemple, mais qui sont en fait aussi très importants pour les émotions. Donc on peut en tout cas absolument pas dire, si vous voulez, que le cerveau nous dirait qu'il y a un cerveau émotionnel qui est dissocié d'un cerveau rationnel, par exemple. Les régions cérébrales sont imbriquées les unes aux autres, et il y a un vaste réseau qui est impliqué. Et le fait que émotion et cognition, qui sont malheureusement très souvent opposées, soient en fait main dans la main, nous intéresse sur la question de savoir est-ce qu'il y a un effet de l'émotion sur la connaissance qui serait un effet positif, facilitateur, et pas un effet d'opposition. Alors je vais vous parler principalement de 3 grands processus cognitifs. C'est normal que ça clignote, ne vous inquiétez pas. L'attention, la mémoire et la prise de décision. Je vais vous demander qu'est-ce qui vous frappe dans cette image. Dès que vous l'avez vue, qu'est-ce qui vous a frappé? La première chose à laquelle vous avez prêté attention. Peut-être que la première chose à laquelle vous avez prêté attention, c'est le fait qu'il y a eu peut-être un attentat ou une explosion et qu'il y a des gens qui ont peur et qui s'enfuient. D'accord? Donc ce sont surtout les aspects émotionnels qui vous ont frappé tout de suite. Maintenant, progressivement, votre attention, qu'on appelle volontaire, explore la scène et vous voyez d'autres choses qui changent, non? Qu'est-ce qui vous frappe? Voilà. Et c'est intéressant parce qu'une fois qu'on le sait, on ne voit plus que ça. Donc vous voyez qu'ici, la cravate change. Voilà, ici, la couleur change. Puis ici, vous voyez, excusez-moi. Ces 2 personnes inversent même leur visage, vous voyez, ici. Et quand on ne le sait pas, et on met du temps à s'en apercevoir. Par contre, évidemment, dès qu'on vous le montre, votre attention peut se focaliser dessus. Donc, vous voyez qu'il y a en fait une priorité, c'est juste un petit exemple, mais qu'il y a une priorité qui est donnée pour les informations émotionnelles, déjà dans notre système attentionnel, qui traite les premières centaines de millisecondes d'informations qui nous arrivent. Ce qui nous permet d'avoir un modèle aussi du fonctionnement cérébral qui démontre ces effets de priorité. Si jamais je vous montre, par exemple, ce type de stimulus dans notre jargon, de visage, eh bien, c'est le genre de stimulus qui va capter votre attention. C'est-à-dire que vous allez avoir votre attention un petit peu plus orientée vers ce visage que vers un visage qui serait neutre. Mais ce n'est pas limité aux stimuli positifs, aux stimuli négatifs, pardon. Il y a en fait maintenant un grand nombre de recherches qui démontrent que les biais attentionnels que nous avons pour les situations émotionnelles sont aussi très fortes pour les stimuli positifs. Et donc, quand vous voyez ce genre de photos, eh bien, votre cerveau va traiter cette information dans un grand nombre de régions du cerveau, mais en particulier dans une région sur laquelle j'ai personnellement énormément travaillé, qui est ma région préférée dans le cerveau, qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui a son joli nom de sa forme en amande, et que cette information-là va ensuite faciliter des traitements dans des régions perceptives du cerveau, dans des régions attentionnelles du cerveau, et dans des régions importantes pour la mémoire, comme l'hippocampe par exemple. Et donc on se retrouve dans une situation dans laquelle on a un réseau cérébral qui commence à être assez bien connu et qui démontre pourquoi est-ce que des situations émotionnelles vont faciliter l'attention. Et que si jamais une situation vous touche personnellement, eh bien votre attention va être plus focalisée sur cette situation-là que sur une autre situation. Pour la mémoire, on est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire que l'on sait qu'il y a des liens extrêmement forts d'un point de vue neuroanatomique entre l'amygdale cérébrale dont je vous parlais et puis l'hippocampe, qui est cette région qui tire son nom de sa forme en hippocampe, comme l'animal marin, qui sont en fait extrêmement connectés. C'est-à-dire que quand votre amygdale est activée, vous avez de l'information qui arrive à l'hippocampe aussi. Et on pense que c'est cela qui explique pourquoi est-ce que votre mémoire est tellement plus sensible aux événements émotionnels qu'aux événements neutres. Si je vous pose une question qui est devenue une question assez fréquente qu'on pose dans les conférences sur la mémoire émotionnelle, qui parmi vous se rappelle ce qu'il était en train de faire le 11 septembre 2001 au moment des attentats? Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui se souviennent ce qu'ils faisaient à ce moment-là précisément? Vous avez une image assez précise de ce que vous faisiez? Ok. Maintenant, levez la main ceux qui ont une image aussi précise de ce qu'ils faisaient la veille à la même heure? La veille. Ou le lendemain à la même heure? Non.
Alors, vous voyez, finalement, ce que vous avez vécu, c'est ce dont on parle ici, c'est le fait que, très probablement, votre amygdale cérébrale, qui traite d'une information de haute importance, va tellement activer l'hippocampe qu'il va mieux encoder en mémoire cette information émotionnelle que vous êtes en train de vivre. Et encore maintenant, 16 ans après, eh bien, vous êtes capable de vous rappeler des détails de cette situation grâce à cet effet de l'amygdale sur l'hippocampe. Et en fait, quand on vit ces événements émotionnels, eh bien, cette mémoire épisodique, c'est-à-dire cette mémoire des épisodes de vie, elle va être particulièrement sensible aux événements émotionnels grâce à 3 mécanismes principaux. Le premier, c'est l'encodage. C'est-à-dire qu'au moment où vous percevez la situation émotionnelle, où vous y faites attention, l'entrée en mémoire va être facilitée. Eh bien, le deuxième, c'est la consolidation. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez, par exemple, dormir, pendant votre sommeil, votre cerveau va trier entre des informations qui vont être conservées, qui vont être consolidées, et d'autres qui vont être oubliées. Eh bien, le fait que les événements soient émotionnels va augmenter cet effet de consolidation dans le cerveau. Et puis finalement, il y a certains résultats aussi qui sont intéressants, qui suggèrent que l'effet de l'émotion, il est quand vous allez à la pêche au souvenir. C'est-à-dire que c'est au moment où je vous ai posé la question par rapport au 11 septembre, que dans ce cas-là, l'émotion qui a été déclenchée, comme elle était cohérente avec ce que vous aviez vécu à l'époque, vous avez plus facilement accès au souvenir. Et donc cela pourrait être à l'encodage, à la consolidation ou au rappel, voire aux 3, qui a un effet de l'émotion sur la mémoire. Et puis, dans la troisième et dernière partie de cette présentation, je vais vous parler de la prise de décision. Pourquoi ? Parce que très souvent, on a tendance à opposer les émotions et la prise de décision, à penser qu'il faudrait se méfier de ces émotions quand on prend une décision. Parfois, c'est le cas. C'est-à-dire certaines émotions, et on verra un peu dans quel cas, peuvent interférer avec le processus de prise de décision. Mais en fait, dans de très nombreux cas, les émotions sont utiles, sont fonctionnelles pour prendre des décisions. J'ai pris toute une série d'exemples. En fait, j'ai pris 2 exemples principaux. Le premier, c'est la manière dont on peut utiliser les émotions des autres pour prendre ses propres décisions. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que moi, je peux utiliser vos expressions faciales dans la salle pour modifier un petit peu mon discours, de la manière dont je parle, d'accord ? Vos propres réactions émotionnelles. Mais vous allez voir que c'est un mécanisme qui est très automatique et qui est en fait présent depuis très tôt. Donc ça, c'est une petite expérience qui est assez célèbre en psychologie de l'émotion, dans laquelle vous avez un petit enfant qui a environ 12 mois, dans ces études-là, qui arrive face à un fossé, mais c'est un fossé virtuel, c'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il pourrait tomber s'il continuait, alors qu'en fait, c'est tout à fait sécurisé de continuer. Et donc, vous allez voir ces petits enfants qui arrivent à un moment, et puis comme c'est transparent, ils ont l'impression qu'ils peuvent tomber, mais s'ils touchent, ils voient qu'ils ne vont pas tomber. Et toute la question est de savoir quand l'enfant va devoir prendre la décision d'avancer ou non, parce qu'il y a un petit jouet qu'il a absolument envie d'attraper un peu plus loin, est-ce qu'il va utiliser des expressions émotionnelles de sa mère, en l'occurrence, qui est de l'autre côté, pour prendre la décision de traverser ou non. Je vous montre la petite vidéo. In this study, babies between 9 and 12 months are brought into the lab and placed on a large plexiglass top table. Half of the table has a checkerboard pattern just underneath the surface. But halfway across is a visual cliff, which the baby can tell drops off steeply. The plexiglass top continues, so it's perfectly fine to proceed. But the baby isn't so sure. And this is a big drop for a baby just starting to crawl. She wants to get across to get the toy. But she's cautious and looks to the opposite end of the table where her mother is. The parent is instructed to smile or make a fear face. If the mother is posing a fear face, the baby typically does not cross this stair-step downward, this modified visual cliff or visual step. On the other hand, if the mother poses a smile or somehow poses a nonverbal communication that is not prohibitive but encouraging, the child is much more likely to cross over to her. Et c'est le genre d'étude que moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas besoin de statistiques, c'est-à-dire que quasiment tous les enfants traversent si la maman sourit et presque aucun ne va traverser si la maman exprime de la peur. Et ils n'ont que 12 mois. Et ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils sont déjà capables non seulement de reconnaître l'émotion,
mais aussi d'utiliser cette information de manière très fonctionnelle pour prendre la décision de traverser ou de ne pas traverser. Un autre exemple assez similaire nous vient d'une équipe en Suisse, à l'université de Neuchâtel, qui fait partie de notre centre sur les sciences affectives en Suisse, s'est intéressée à la reconnaissance des émotions pour des prises de décision, mais qui sont liées à l'intérêt comme émotion. C'est-à-dire, est-ce que cette petite fille, en l'occurrence de 12 mois, va plutôt choisir un objet qui a été regardé avec intérêt qu'un objet qui a été regardé avec désintérêt? Je vous montre la petite vidéo. Donc ici, vous voyez la petite fille, ici, vous voyez ce qu'elle est en train en fait, d'observer. Vous voyez la petite fille voit l'expérimentatrice qui entre, qui regarde un objet avec plutôt désintérêt, et qui regarde un autre objet avec intérêt. Donc vous voyez déjà qu'elle-même a une sorte d'intérêt en contagion de l'intérêt de l'expérimentatrice et va choisir l'objet qui a été regardé avec intérêt dans cet exemple. Mais bon, évidemment, autant prendre l'autre aussi tant qu'on y est. Et donc ça veut dire qu'elle a été capable de reconnaître l'expression d'intérêt et d'en inférer que c'était effectivement l'objet peut-être le plus intéressant à attraper. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il soit capable de le faire dès 12 mois. Et puis pour conclure, alors, je vais vous présenter un petit modèle général de l'effet de l'émotion sur la prise de décision. Imaginez la situation suivante. Imaginez que vous deviez aller, par exemple, je sais pas, voir votre banquier, et puis que vous avez un certain investissement à faire et que vous deviez prendre une décision par rapport à deux options. Une option dans laquelle vous avez une incertitude faible, mais une récompense faible. C'est-à-dire que vous êtes, en gros, assez certain de gagner peu d'argent. D'accord ? Ça, c'est l'option A. L'option B, eh bien, ce serait d'avoir une incertitude élevée, mais une récompense élevée. En gros, vous prenez des gros risques, mais si vous gagnez beaucoup. D'accord ? Et vous devez choisir entre ces deux options. Ce qui est une situation qui est assez réaliste, en fait, pour des investissements. La question que se sont posées les auteurs, et c'est surtout Jennifer Lerner qui dirige le Harvard Decision Making Lab, c'est de se demander, est-ce que la même personne, selon son état émotionnel, va prendre des décisions différentes pour exactement une même option? Et donc son idée a été la suivante. Elle a induit chez des participants de l'anxiété et de la tristesse. Alors elle a aussi induit des émotions positives dans d'autres études, mais ici c'est particulièrement intéressant d'induire de l'anxiété et de la tristesse parce que ce sont deux émotions négatives. Et on peut voir si des émotions négatives ont des effets opposés alors qu'elles sont toutes les deux négatives. Donc aller un peu au-delà de la distinction simplement entre émotions positives et négatives. Et d'après vous, même intuitivement, je pense qu'intuitivement, vous pouvez avoir une idée des résultats. D'après vous, quelqu'un qui est anxieux, il va plutôt choisir quelle option entre les deux? Celle-ci? Ouais. Effectivement, l'anxiété va plutôt, en moyenne, pousser à prendre cette décision-là. Pourquoi? Parce que selon les auteurs, quand on est anxieux, on est dans un état où l'incertitude est très élevée et on va chercher des situations qui vont minimiser l'incertitude. Et donc, une option dans laquelle l'incertitude est faible permet de minimiser l'incertitude avec une certaine négligence de l'aspect de récompense. En l'occurrence, quelqu'un qui est dans un état hédonique négatif, triste, il va plutôt focaliser son attention sur la dimension de récompense qui augmenterait cet état hédonique en négligeant plutôt l'aspect incertitude. Donc là, vous voyez qu'il y a des effets assez directs de certaines émotions sur les décisions. Et voici le modèle général d'effet de l'émotion sur la prise de décision que proposent ces auteurs. Imaginez la situation suivante. Vous avez, quelle que soit la décision à prendre, une série d'options. C'est presque la définition d'une prise de décision. Vous pouvez choisir entre une option 1, 2, 3, 4, etc. Quand vous allez voter, c'est le cas. Quand vous allez acheter quelque chose dans un magasin, c'est le cas. Vous avez décidé, et on vous en remercie, de venir aujourd'hui. Ce n'était pas une obligation, etc. On est en fait extrêmement souvent pris dans ces situations où on doit faire des choix. Quand on a plusieurs options, ce que propose ce modèle, c'est qu'à chaque fois, on va évaluer chacune de ces options sur une série de dimensions. Ces évaluations, elles vont pousser à une certaine décision, et puis la décision a des conséquences. Si vous avez décidé de venir, vous êtes là, je vous en remercie, mais vous voyez que ça a la conséquence que vous soyez là. Et selon Jennifer Lerner et d'autres, en fait, l'émotion, elle va avoir un rôle à plusieurs niveaux. Et ce seront en fait des émotions très différentes qui vont pouvoir affecter les décisions. Les premières, c'est ce qu'on appelle les émotions intégrées, ou integral emotions en anglais.
qui sont en fait les émotions directement déclenchées par le processus dont on parlait tout à l'heure de déclenchement. C'est-à-dire, face à chaque option, vous auriez une émotion qui est déclenchée. Si vous devez choisir entre venir aujourd'hui ou aller au bord du lac, chacune de ces options déclenche des réactions émotionnelles. D'accord ? Et donc, vous devez utiliser ces valeurs émotionnelles pour prendre des décisions. Et c'est très bien parce que ça veut dire que vous avez eu une émotion positive, peut-être plus forte, à l'idée de venir à la conférence. Et dans ce cas-là, vous voyez que vos émotions vous ont servi, ont été utiles pour la décision. Mais il y a aussi d'autres émotions qui, elles, sont plutôt justement les émotions dont on aimerait se méfier quand on prend des décisions. C'est ce qu'on appelle les émotions incidentes. Les émotions incidentes, ce sont des émotions qui sont déclenchées par autre chose que les options, mais qui vont quand même affecter vos décisions. Je m'explique. Imaginez que, juste avant de décider si vous alliez venir ou non, vous vous êtes disputé avec quelqu'un. Peut-être que l'état émotionnel dans lequel vous êtes va changer le choix que vous allez prendre. Alors, je vous donne un exemple. Imaginez que vous soyez dans un magasin à Lugano ou ailleurs et puis que vous vouliez acheter un parfum. L'émotion intégrée, ce sera l'émotion que vous allez ressentir à chaque fois que vous hésitez entre un parfum. Donc vous allez sentir le parfum, son odeur, le contexte, par exemple historique. Est-ce que vous avez associé une émotion agréable à ce parfum ? Eh bien, va jouer un rôle positif, fonctionnel, pour vous aider à choisir tel ou tel parfum. Donc c'est l'émotion intégrée. Par contre, l'émotion incidente, ce serait l'émotion qui est volontairement déclenchée par la musique dans le magasin, par exemple, qui va aussi déclencher une émotion en vous, mais qui n'est pas liée directement aux options. Ou alors l'expression faciale émotionnelle du vendeur, quand vous discutez avec lui, qui va aussi déclencher une émotion incidente, mais qui n'est pas directement liée aux options elles-mêmes. Je vois le temps qui passe, ce qui m'amène à la conclusion générale, c'est que d'abord l'émotion, elle est multiple. C'est-à-dire que quand on parle d'une émotion, on ne parle pas de quelque chose d'unitaire, clairement identifié en termes d'un soubassement cérébral dans le cerveau, mais elle est multiple avec au moins les 5 composantes dont nous avons discuté, et puis elle est omniprésente dans le cerveau. On ne peut pas identifier une région qui serait la région émotionnelle du cerveau, même si on sait que certaines régions sont très importantes pour les émotions. Et puis, ce que j'ai essayé de faire tout le long de la présentation, c'est de vous dire qu'on a actuellement de plus en plus de chercheurs qui essayent de créer des modèles, alors qu'il faut tester, évidemment, mais des modèles scientifiques de comment est-ce que les émotions apparaissent, qu'est-ce qui peut induire telle ou telle émotion, et de comment est-ce que ces émotions vont modifier les processus liés à la connaissance, que sont l'attention, la mémoire et la prise de décision. Et de manière plus générale, peut-être comme conclusion générale, je pense que les sciences affectives, c'est-à-dire ces sciences qui s'intéressent aux émotions, mais en général aussi aux humeurs, aux préférences, à tous les phénomènes affectifs, apportent en fait un nouvel éclairage sur les liens entre les émotions et un grand nombre de domaines de notre société, comme par exemple l'art, en général le bien-être, l'école, la résolution de conflits, la famille, les prises de décisions financières, en général tout ce qui est lié au bien-être également. Et sur ce, je vous remercie énormément pour votre attention. Merci.